Hello tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, ça faisait longtemps et Ben des recettes ludiques attendait ça avec impatience. On va faire un petit top 10, on va même faire un petit top 11 parce que j'ai pas su en enlever un. Ça m'a été inspiré par la chronique de Darwin. Du coup, j'avais un peu envie de parler de la pose d'ouvrier, un peu de ce que je préférais là-dedans et des jeux que je préférais avec ce système de jeu. Alors déjà, pour commencer, c'est un de mes systèmes de jeu préférés. Du coup, je trouvais ça intéressant d'analyser et de voir un peu les différentes mécaniques qu'il y a eu autour de ça, les différents twists, et voir si vraiment la pose d'ouvrier, quand elle est originale, elle va être plus efficace ou pas forcément, et que ça dépend aussi des systèmes de jeu. Donc voilà, on va commencer sans plus attendre par un petit préambule, par le fait que le premier jeu de pose d'ouvrier sur BGG, dans le top 100 BGG, c'est Dune Imperium. Donc je le mettrai pas dans mon top, même si j'adore le jeu. Mais comme quoi, c'est assez marrant parce que on est sur une pose d'ouvrier ultra simpliste. Pour le coup, c'est vraiment la base absolue de la pose d'ouvrier. Il n'y a aucun twist particulier. Et pourtant, on voit que mixé avec d'autres mécaniques, donc là, en l'occurrence, le deck building et un peu de confrontation, on se retrouve avec un jeu qui est hyper populaire. Donc je pense qu'on a déjà un des premiers éléments de la réponse à ma première question, qui est que on peut quand même faire des choses très efficaces sans forcément être original en fait, quoi. Ou en tout cas en l'associant avec des choses avec lesquelles il n'y a pas trop l'habitude, et du coup on se retrouve avec quelque chose qui fonctionne. Et on a un peu la même chose avec Narak en fait, qui est sorti à peu près en même temps, et qui est aussi extrêmement populaire, quoi, qui est en 25e en stratégie, 3e en famille. Ça c'est quand même assez exceptionnel, je trouve, d'arriver à mixer un peu les deux. Bon, je vous renvoie vers mes chroniques des deux jeux, hein, c'est deux jeux que j'adore, donc voilà. Mais Narak, on est sur de la pose ouvrier encore plus simpliste pour le coup. Et pourtant, ça marche. On va commencer sans plus attendre par le 11e, Underwater Cities. Alors pourquoi je l'ai mis? Pour deux raisons. Déjà, je trouve que c'est ce qui marche le mieux dans le jeu. Clairement, je trouve que la partie moteur de carte et la partie un peu construction de sa base, c'est sympa, mais sans plus. Je trouve que les cartes sont pas hyper satisfaisantes. On a une main de cartes assez basse, des effets de cartes souvent immédiats qui sont sympas, mais qui sont un peu de la pose d'ouvrier améliorée. Et en fait, le petit twist, c'est que quand on pose un ouvrier sur une zone jaune, on peut poser une carte jaune. Et en fait, ils ont équilibré ça comme ça. C'est-à-dire que plus la zone est forte, moins les cartes associées vont être fortes, et inversement. Et donc du coup, en gros, les cartes, hormis certains effets permanents, elles servent vraiment comme un effet de pose d'ouvrier en fait. Donc c'est pour ça que je trouve que les cartes sont pas hyper satisfaisantes. Mais la pose d'ouvrier l'est vraiment. Il y a une vraie tension sur la pose d'ouvrier. Pour le coup, là on est sur du classique pose d'ouvrier. Mais ça marche vraiment très très bien. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ils ont fait, tiens, en fait, on l'avait déjà là. C'est déjà le plateau à deux, et en fait, ils ont fait un plateau à deux, et ils ont pas juste enlevé des cases, ils ont refait des cases, en fait. Ils ont reagencé ce que tu gagnais sur certaines cases. Ils ont assemblé, tu vois, en virant une case rouge, par exemple, ils vont assembler les effets de deux cases rouges qu'ils ont virées, ou réagencer des choses. Bref, il y a eu pas mal de tests autour du jeu à deux. Et voilà, c'est, je pense, le jeu de poste d'ouvrier à deux qui fonctionne le mieux. On va en reparler parce qu'il y en a un autre plus tard qui a un plateau à deux aussi. Mais vraiment, celui-ci, très très efficace à deux. Ensuite, on passe à Paladin. Paladin of the West Kingdom. Et là, ça va être assez rapide. C'est la pose d'ouvrier un peu... C'est pas hyper conventionnel, c'est plus de la pose de meeple que de la pose d'ouvrier, mais je l'ai mis un peu dedans, parce que je trouve ça intéressant et assez peu utilisé au final, les couleurs de meeple. En fait, on pose des meeples de certaines couleurs pour pouvoir activer des actions. Et donc ça, je trouve que c'est assez peu utilisé, il y a peut-être des choses à faire de ce côté. Je trouve ça assez intéressant, ce truc de devoir gérer la couleur des meeples pour activer certaines actions, et donc d'avoir une planification autour de la couleur des meeples. Donc voilà, ça sera mon 10e pour le petit twist autour de ça. Mon 9e, j'en ai déjà parlé dans une vidéo autour des jeux oubliés qui a fait un peu polémique. Mais du coup, là, la pose d'ouvrier, pareil, là pour le coup, c'est une pose d'ouvrier exclusive à deux. Donc quand je disais qu'Underwater avait une pose d'ouvrier à deux qui marchait très bien, je sous-entendais que c'était un jeu qui était prévu à plus, mais qui avait une adaptation à deux qui marchait très bien. Là, c'est vraiment un pur jeu de joueurs. Et là, c'est vraiment très très bien pensé. En fait, on pose ses ouvriers autour. Donc évidemment, c'est de la pose restrictive. Une fois que la case est prise, personne d'autre peut y aller.
Et en fait, on va gagner à la fois les bonus de la case sur lesquelles on est, et à la fois la jonction entre les 3 ouvriers, ça crée 2 jonctions, et on gagne ces bonus aussi. Donc il y a toute cette planification à faire de qu'est-ce qu'on veut au milieu, quelles sont les cartes qu'on veut récupérer, et à la fois quelle action on veut déclencher, quelle action on veut bloquer à l'adversaire. Hyper malin. Voilà, je connais pas trop d'autres gens, d'autres jeux qui l'ont fait ça. Et pour le coup, je pense que c'est la meilleure poste d'ouvrier unique à 2, clairement. Donc voilà. Ensuite, en 8ème, si je dis pas de bêtises, j'ai mis Tricarion. Tricarion, il y a un truc que je trouve très intéressant dans la poste d'ouvrier, qui est vraiment très tendu pour le coup. C'est qu'en fait, comme on le voit ici, en fait, on se pose pas sur une action en tant que telle, on se pose sur une zone d'action. Et plus on y arrive tôt, plus cette action va être forte, et donc plus on va avoir accès à une potentielle action forte, en fait. Donc il y a à la fois la puissance de son ouvrier, et à la fois son timing de pause. Imagine, l'ouvrier de base, il a 1, mais on a le magicien qui va être à 3. Bah, si on arrive sur la case à plus 2, bah, on a 5 en tout. Alors que si on a un ouvrier normal, on n'a que 3. Et si on a un ouvrier normal qui arrive sur la case à 0, bah, on n'a que 1. Donc du coup, le panel d'actions qu'il y a autour, à chaque fois, va être plus limité. Et donc du coup, je trouve ça assez intéressant, cette espèce de réflexion à double embranchement, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a une première fois où tu réfléchis pendant ta phase de planification où tu vas aller, et après dans quelle ordre tu vas faire les choses pour enclencher tel et tel type d'action, en fonction de l'énergie dont tu as besoin en fait. Donc je trouve que cette double réflexion est assez intéressante, et pareil, c'est un truc que j'ai pas vu ailleurs. Donc voilà, très intéressant. Ensuite, on passe au 7ème, Tzolk'in. Bah, Tolkien, je pense qu'il n'y a pas grand chose à en dire, excepté que. Alors, spoiler, il va y avoir pas mal de Luciani là-dedans, parce que bon, le mec, c'est juste un magicien, là, très clairement. À chaque fois, c'est co-designé avec d'autres gens, hein, donc il n'est pas tout seul, mais bon, il se retrouve quand même à être à chaque fois sur des jeux avec un placement d'ouvrier absolument génial. Et donc là, bah, il y a cette mécanique, vous connaissez, soit on pose des ouvriers, à chaque manche, les roues vont tourner. Et soit, pour son action, on décide de les enlever, et donc de récupérer l'emplacement, l'action, là où est son pion, ses pions, on va dire. Et du coup, bah, plus on a attendu, plus on a mieux on a géré le timing, plus on va avoir une action, forte, en fait, parce qu'on sera allé plus loin sur la roue. Donc autant dire que c'est du brain burning énorme. Et c'est excellent, personne n'a jamais repris ça, parce qu'évidemment, ça serait tellement trop proche de Tolkien que c'est très compliqué, tellement que la mécanique est spécifique. Mais voilà, Tolkien, c'est un peu le roi de cette mécanique de roue qui fonctionne très bien. Je trouve ça assez ludique, ce truc des roues. Voilà. Donc Tolkien, évidemment, un grand classique là-dessus. Ensuite, on passe en 6ème, si je dis pas de bêtises, et là j'ai mis Architect of the West Kingdom, donc j'en ai quand même mis 2, hein, donc je les trouve assez forts pour trouver des twists sur les postes d'ouvriers, et là ils ont fait un truc que bah, j'avais pas vu, qui est que bah, c'est très classique, tu poses des ouvriers, donc c'est des emplacements non restrictifs, mais en fait, plus tu poses un ouvrier, plus tu vas récupérer l'action en fait. Donc imaginons, tu poses un ouvrier sur de la pierre, bah tu récupères une pierre. Deuxième fois, t'en récupères 2, troisième fois, t'en récupères 3. Et du coup, pour éviter que tout ça snowball trop et que tu te retrouves vraiment en mid-game à récupérer des milliards de ressources parce que t'as des ouvriers partout, bah en fait, t'as une mécanique, t'as une case qui permet aux autres joueurs de te capturer les ouvriers, et ça te fait gagner de l'argent quand tu vas les relivrer à la prison. Donc à la fois, tu les captures et tu les mets de côté, donc tu gères un peu ce timing-là, et au bon timing, tu vas à la prison quand t'as besoin d'argent, et que tu vois que les adversaires... bah, quand tu as besoin d'argent, en fait, tout simplement, et que tu as suffisamment gardé les ouvriers adverses, bah, tu vas utiliser cette action, et sachant qu'évidemment, les adversaires, ils ont aussi une action pour aller les récupérer chez toi, ça leur coûte très cher, mais si vraiment tu les gardes trop longtemps, ils ont quand même une option de le faire, donc il y a vraiment cette notion de timing à gérer aussi sur la capture. Voilà, moi je trouve que le jeu est cool, mais vraiment, ce qui fait vraiment ce que le fait que tu as envie d'y jouer, c'est clairement cette mécanique, et quasi uniquement cette mécanique qu'on voit nulle part ailleurs et qui est vraiment excellente, quoi. Ensuite, en 5ème, eh ben, on est reparti sur du Luciani, donc Lorenzo.
J'en avais parlé un peu dans les mécaniques originales où j'avais parlé un peu de la corrélation entre les dés et les ouvriers. En fait, on jette les dés au début de manche et chaque couleur de dés correspond à un ouvrier. Et en fait, tout le monde, du coup, a cet ouvrier qui a la même valeur. Et en plus de ça, du coup, on a une tour là. Et plus la valeur est élevée, plus on va pouvoir aller récupérer des cartes hautes. Donc du coup, on a accès à un meilleur panel de cartes. Mais en plus de ça, sur les valeurs élevées, on va avoir des bonus à gagner. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et en plus de ça, il y a une autre notion de timing qui est que le premier sur la tour, il ne paie pas de pénalité, mais les autres vont payer des pénalités, y compris toi d'ailleurs. À chaque fois que quelqu'un se remet sur une même tour, il va devoir payer une pénalité. Donc le timing ultra important. Et ça rappellerait pas quelque chose, ça rappellerait pas notre cher Darwin, pardon, j'ai spoilé. Ça rappellerait pas notre cher Darwin dont j'ai parlé la dernière fois, dernière chronique, qui a un peu cette mécanique un peu similaire autour de la pénalité que tu dois payer quand tu vas quelque part. Bah voilà, hein. Ils ont récupéré ça, mais ils ont rajouté la mécanique des sauts. Donc les ouvriers spécialisés qui permet en plus de déclencher des actions améliorées. Cette mécanique de paiement, quand tu te poses quelque part où quelqu'un est déjà, ça crée une tension vraiment excellente autour de la pose d'ouvrier. Et cette mécanique de spécialisation avec les ouvriers argentés et goldés, ça te crée une montée en puissance et un moteur presque dans l'ouvrier, dans la pose d'ouvrier. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment excellent, quoi. Donc voilà, et donc là j'ai spoilé un petit peu, on est en troisième. Ah oui, parce que du coup j'avais mis Darwin en quatrième, je crois bien. Donc Marco Polo est en troisième, Marco Polo encore en Luciani. Donc là Marco Polo, attention, on est vraiment, tu te demandes comment les mecs ils sortent de Tolkien, ils sortent Marco Polo derrière. Pour moi, là, c'est quasi du génie. Là, on est avec Marco Polo, on est sur l'épure absolue. Genre, c'est impossible de faire un jeu, entre guillemets, expert initié avec aussi peu de règles, et une pose d'ouvrier avec aussi peu de règles, et pourtant, bah voilà, les twists mécaniques font que ça marche énormément. Donc là, la pose d'ouvrier, elle est juste sur le bas du plateau, il n'y a que ça. Il n'y a vraiment que ça, c'est quand même assez incroyable. Et du coup, chaque zone va avoir un petit peu sa règle de pose d'ouvrier. Donc là, par exemple, vous voyez, donc c'est lié à des dés. Les ouvriers sont des dés, déjà, premièrement. Ils ont des valeurs que tu tires au début, tu les tires au début de la manche. Et en fait, tu vas les poser. Donc là, par exemple, il en faut qu'un, et selon la valeur, tu vas gagner plus ou moins de ressources. Si tu en mets 3, par exemple, pour cette case ici, tu vas récupérer là où tu vas récupérer la valeur du dé le plus faible. Donc si par exemple tu as un 4, 4, 5, tu vas récupérer le 4 ici. Tu vas pas récupérer le 5. Donc voilà, déjà, ce truc-là, absolument génial. Ce module-là, il fonctionne de manière un peu différente. Il fonctionne que tu dois mettre 2 dés et tu prends la valeur la plus basse, encore une fois, et ça va te permettre de te déplacer, donc tu vas payer de l'argent. Mais en plus de ça, si quelqu'un y va, bah, il va devoir payer une pénalité. Donc voilà, c'est le premier jeu où ils ont commencé à mettre des pénalités sur la pose ouvrier. Et en plus de ça, sur ce module, truc encore plus incroyable, il y a un triple timing qui est que si tu es le dernier à t'être positionné, tu seras le premier joueur à la manche d'après. Donc voilà, sur juste un simple emplacement d'action, ils te font à la fois l'action, à la fois un timing d'emplacement, et à la fois le premier joueur qui met sur le même truc. Voilà, c'est juste... ça paraît simple, mais voilà, c'est hyper bien pensé. Et voilà, il y a cette mécanique de pénalité qui se retrouve ici aussi sur les contrats. Donc voilà, déjà, moi je trouve qu'avoir mis cette mécanique de la pénalité pour la première fois, bah, c'est assez brillant. Et après, là, cette petite zone aussi est assez folle, qui apparaît ne pas payer de mine. Mais en fait, c'est de la pose d'ouvrier restrictive. Mais le truc, c'est qu'on ne peut mettre que des dés de valeur supérieure à ceux qu'il y a déjà. Donc imaginons que quelqu'un commence direct par mettre un 6. Bah, pour récupérer le truc, il faudra avoir des 6 en fait. Donc tu peux complètement bloquer l'emplacement d'action. Et évidemment, là, tu as une zone ouverte pour récupérer des sous. Mais voilà quoi, comment avec si peu d'emplacement d'action, tu arrives à faire un truc aussi tendu avec vraiment une réflexion hyper importante. Mais l'avantage, c'est que c'est restreint sur peu d'éléments de jeu. Et donc du coup, moi j'arrive à y faire jouer des gens qui sont pas forcément des gros joueurs.
Et ça c'est hyper intéressant, c'est probablement le jeu de la liste que j'arrive à faire le plus jouer à des non-joueurs en fait. Des non-joueurs, je mets des guillemets, mais en tout cas, euh, qui a en fait tellement peu de règles à assimiler, il y a tellement peu de modules, au final, tu as des ressources, des contrats et du déplacement sur une map, qu'en fait, le jeu est hyper simple à aborder, en fait. Donc voilà, Marco Polo, grosse leçon de game design pour moi. Voilà. On n'a pas fini avec Luciani, vous doutez bien. En deuxième, Russian Railroad, donc Ultimate Railroad pour la grosse boîte de luxe sortie il y a peu. Donc là, pareil, c'est un peu de la magie, hein. Là, on est sur de la quintessence totale. Euh, la pose d'ouvrier archi tendue. Pour la simple et bonne raison, en fait, j'essaie d'analyser ça un petit peu, c'est que, en fait, tout le monde a besoin des mêmes choses en même temps. Et donc, du coup, tout le monde va se battre sur les mêmes timings. Et c'est ça la puissance du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des rails de couleurs que tu vas faire avancer au fur et à mesure. Et au début, bah, tout le monde va vouloir faire avancer ses rails blancs, éventuellement ses rails verts. Donc, du coup, tout le monde va se battre sur ces couleurs-là. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est le Roshan de base. C'est pas les mêmes couleurs que sur la version Ultimate. Donc là, ça, c'est les noirs qui sont devenus les blancs, et ça, c'est les gris qui sont devenus les verts. C'est vrai que c'était pas hyper lisible à l'époque, hein. Donc ils ont mis des couleurs plus lisibles. Mais bon, bref, vous avez compris le concept. Tout le monde a besoin, pendant toute la partie, de ces tuiles de gare et de ces tuiles d'usine, donc c'est la bagarre tout le temps. Ici, l'industrie, c'est un peu moins la bagarre, en tout cas sur les premiers moves, mais ça le devient vite à un moment parce que tout le reste est pris et qu'il faut faire avancer l'industrie quand même. Ça reste un module important, surtout avec certaines extensions. Et puis là aussi, ce truc, mais quelle magie! Là, c'est deux pièces, c'est la guerre totale là-dessus à chaque fois, parce que deux pièces, les pièces servent d'ouvriers différés. Une pièce égale un ouvrier. Et donc, du coup, pour un ouvrier, tu gagnes deux ouvriers. Donc, tu as un net ratio, on va dire, de un ouvrier. Déjà, donc, tu gagnes un ouvrier sur une poste d'ouvrier. Bon, ben voilà, c'est hyper important. Mais en plus de ça, c'est un ouvrier que tu n'es pas obligé d'utiliser à cette manche, que tu peux très bien utiliser plus tard, parce que les pièces, tu les gardes. Et il y a la même chose ici avec deux ouvriers, mais que tu dois utiliser dans le même tour. Donc du coup, voilà, c'est la grosse bagarre. Il y a une autre grosse bagarre qui est eux, là, qui sont des conducteurs qui sont aléatoires à chaque fois, et du coup, il y a leur remplacement qui devient disponible, mais il y a aussi le fait de les acheter, sachant qu'il y a une majorité à la fin de points assez substantiels sur celui qui en a le plus. Donc du coup, grosse guerre là-dessus. Dès qu'on voit, en fait, au tour d'avant, qu'un ouvrier très fort va arriver ici, on a envie de se placer en premier pour vite le récupérer en première action. Ça coûte une pièce, c'est cher, mais voilà. Et du coup aussi, il y a cette poste d'ouvrier pour récupérer la première place dont j'avais déjà parlé dans une autre vidéo sur les mécaniques. Et en fait, il y a tout ça qui s'imbrique de manière assez parfaite. En fait, le système de jeu est ultra simple. Tu as des rails à avancer et tu as un moteur dessus qui se crée. Plus tes rails avancent de la bonne couleur, plus tu vas débloquer des ouvriers, des moteurs différents selon les extensions. Et en fait, bah, du coup, il y a ce truc de tout le monde va avancer à la même vitesse, donc tout le monde va se battre à peu près au même timing pour les mêmes choses. Et donc, du coup, les choix, mais sont. Tu sais jamais quoi choisir. C'est vraiment le truc de j'ai envie de trois trucs en même temps systématiquement. Comment je choisis? Comment je fais cet arbitrage? Et ça crée une tension qui est absolument géniale, quoi. Donc voilà, Ultimate Railroads en deux. Premier, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de surprises pour les gens qui me connaissent. Ah ben, j'ai mis barrage, hein. Parce que barrage, elle paraît simple, la pose ouvrier. Mais en fait, elle est pas tant que ça. Déjà, il y a un premier truc qui est assez original, c'est que tu vas pas gagner d'ouvriers pendant la partie, et en plus de ça, t'en as plein. Donc tu te dis, mais j'ai plein d'ouvriers, je vais pouvoir faire plein de trucs. Bah non, parce qu'en fait, bah, tous les emplacements demandent souvent plein d'ouvriers, en fait. 1 à 3, en fait. Donc en fait, ils peuvent potentiellement partir très vite. Donc, tu as à la fois cette notion de timing de quelle action tu veux, mais à la fois compter le nombre d'ouvriers dont tu as besoin pour faire toutes les actions que tu veux. Donc ok, en plus de toute la tension que vous connaissez sur le plateau de base, qui est reconnu comme étant quand même un des jeux les plus tendus à interaction directe, un Eurogame à interaction directe les plus tendus, on a cette pose d'ouvrier aussi où on doit gérer ce multiparamétrage. En plus de ça, il y a très peu d'actions pour faire des choses que tout le monde a envie. Typiquement là, récupérer des contrats à 4 joueurs, il n'y a que 3 actions normales. On va en rajouter la quatrième, mais on va expliquer un petit peu. Donc ça paraît vraiment pas beaucoup.
Et il y a les actions un peu par défaut, donc soit tu dois payer un malus d'argent, sachant qu'en début de partie, l'argent il est ultra critique et que t'as pas du tout envie de te placer là, mais du coup l'option est quand même là, mais elle est très tendue à utiliser. Ou utiliser plus d'ouvriers, donc là pareil, comme je disais, plus d'ouvriers que tu utilises là, égale moins d'actions que tu vas faire à côté. Donc ça crée une tension complètement folle, et en fait ce qui est génial, c'est ouais, d'avoir utilisé ce truc de t'as plein d'ouvriers, comment tu les utilises en fait et comment tu gères cette répartition des ouvriers parmi les emplacements. Moi je trouve ça assez brillant. Et donc du coup cette action un peu de la loose, c'est pas vraiment de la loose, un peu c'est de l'action de backup quand t'as vraiment envie de faire un truc, où on te fait payer soit de l'argent, soit des ouvriers en plus, soit les deux. Par exemple, là, ici, on voit, soit on paie 2 ouvriers normales, ok, soit on paie un malus de 3 et on paie 3 ouvriers. Bon, autant dire que ça, là, on l'a fait quasi jamais, moi, j'ai quasi jamais vu utiliser. Mais par contre, sur la production d'énergie ou sur les contrats, ça se fait assez régulièrement à partir du mid-game. Et là, la notion du tempo va être hyper importante, quoi. Et donc ce truc, en fait c'est là où je trouve Barrage complètement brillant, c'est que en soi, bon ben voilà, il y a de la multiposte d'ouvriers très bien, pourquoi pas, finalement on pourrait se dire, ça change pas non plus énormément de trucs par rapport à une poste d'ouvrier classique, hein, mais le truc c'est que d'avoir, en fait là où c'est génial, c'est qu'ils ont réussi à parfaitement gérer une tension idéale en fait, sur il y a suffisamment d'emplacements d'ouvriers pour que les joueurs puissent faire leur action, mais en même temps, il n'y en a pas suffisamment pour que ça soit open bar et que les timings soient pas ultra importants. Et c'est ça, je pense, la vraie magie de ce système et pourquoi il fonctionne aussi bien et pourquoi c'est pas si simple que ça à faire, même quand tu utilises un système classique. C'est qu'en fait, ton nombre d'emplacements doit être vraiment hyper pointu en fonction du nombre de joueurs. Et en plus de ça, il faut donner aux joueurs quelques portes de sortie au cas où sur des actions absolument vitales, mais qu'elles soient quand même suffisamment coûteuses pour pas ruiner cette notion de tension et de timing que tu as déjà prévu en fait. Et c'est là où Barrage est pour moi le maître là-dedans, c'est qu'il y a ce parfait équilibre entre les deux, entre cette tension extrême de même quand tu connais très bien le jeu, à chaque fois sur les premières manches et tout, la pose d'ouvrier va être critique et tu sens ta goutte de sueur qui tombe le long de ton front systématiquement. Et en même temps, en mid-game, end-game, t'as quand même des options de backup qui vont te permettre, parce que t'as énormément d'actions à planifier après, et qui vont quand même te permettre d'avoir des backups à anticiper en fait. C'était un petit peu ce top 11. C'était un petit peu ce top 11 de postes d'ouvriers que j'avais envie de faire depuis un moment, et en fait c'est Darwin qui m'a un peu remotivé à le faire, parce que j'entendais beaucoup de trucs autour de ah, Darwin c'est pas très original, tout ça. Et en fait j'avais envie un peu d'analyser un peu est-ce que l'originalité est vraiment un point important sur la pose d'ouvrier. Parfois oui, parfois non. En fait, au final, on se rend compte que oui, amener des twists à de la pose d'ouvrier, ça peut être ultra intéressant, mais comme avoir une pose d'ouvrier relativement simple, entre guillemets, mais qui est hyper tendue et hyper reliée à tes mécaniques de base, comme dans Ultimate Railroads, bah ça marche très bien aussi. Mais voilà, ça demande beaucoup de petits réglages et d'affinage, et une pose d'ouvrier hyper imbriquée avec tes systèmes de jeu de base, en fait. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé ça cool, abonnez-vous, venez sur le Patreon, évidemment. Et puis voilà, si vous avez, évidemment, j'en ai sûrement oublié, il y a des choses qui sont assez subjectives là-dedans, donc n'hésitez pas à me dire un peu lesquels j'aurais pas traité et qui vous semblent hyper intéressants. Et puis voilà, je vous fais des bisous, à bientôt, ciao.